Le silence qui régnait dans la salle d'assemblée galactique fractura la deuxième flotte terrestre démasquée au-dessus du Conseil Prime. Une à une, les silhouettes noires et massives des vaisseaux de guerre terriens emplirent la grille orbitale. Aucun avertissement, aucune déclaration, juste une tempête d'acier. Ils avaient manqué chaque convocation, chaque négociation de paix, chaque vote. Pendant 200 ans, la Terre était restée silencieuse. La galaxie pensait que les terriens avaient disparu ou avaient abandonné. En réalité, ils ne faisaient que se préparer. Le conseiller Drizen, un ancien Vélari à la peau pâle, laissa tomber son sceptre cérémoniel. L'objet s'entrechoqua contre la pierre polie tandis que l'ombre de la flotte passait au-dessus du dôme de verre teinté. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il, la voix tremblante d'incrédulité. Aucune réponse ne parvint de l'orbite. Mais au cœur du vaisseau de guerre, au centre de la formation, un dreadnought de la taille d'une lune, un homme se tenait devant un écran holographique, le regard froid, la mâchoire serrée. Il ne portait aucune médaille, juste un uniforme de combat noir avec un seul écusson, Force humaine terrestre EHF. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de sa respiration et du grondement sourd d'un millier de réacteurs à fusion commandés. Son nom n'avait aucune importance. C'était là l'essentiel. La Terre n'était plus là pour négocier. Plus maintenant. Statut, dit-il d'une voix basse mais assurée. Orbite sécurisée. Toutes les communications sont bloquées sauf la nôtre. Les défenses planétaires du Conseil sont désactivées. Aucune résistance. Bien. Maintenez votre position. Laissez-les s'en prendre. Il y a 2 siècles, le Conseil galactique a qualifié la Terre de monde reculé et peu intelligent, lui a refusé le droit de vote et a imposé des sanctions commerciales aux systèmes humains pour avoir refusé de démanteler leur programme militaire. L'insulte ultime, traiter l'humanité d'une dangereuse erreur de l'évolution. Alors la Terre partit. Ni guerre, ni protestation, juste le silence. Et tandis que le reste de la galaxie débattait de politique et de pacifisme, la Terre se replia sur elle-même, construite en secret, progressant dans l'ombre. Plus besoin de rechercher l'approbation de races qui se croyaient supérieures. Plus besoin de mendier le respect. Désormais, elle disposait de flottes, d'armadas, de vaisseaux noirs au blindage de tungstène, d'IA qui rêvaient de guerre, et de capitaines issus de générations de ressentiment et de préparation. Au Conseil, la panique commença à s'emparer. Envoyer un émissaire, aboya un ministre de la guerre Takal. Maintenant, offrez-leur un couloir diplomatique. Trop tard, murmura quelqu'un. Regardez la formation. C'est un blocus. Un jeune conseiller se pencha vers Drizen, tremblant. Quoi? Que veulent-ils? Drizen leva les yeux vers les vaisseaux qui masquaient les soleils jumeaux. Je pense qu'ils veulent que nous comprenions ce que signifiait le silence. De retour en orbite, le commandant de la Terre se tenait devant une console. Les messages affluaient, des excuses, des offres, de la peur déguisée en diplomatie. Il n'en lut pas un seul. Il ouvrit lui-même le canal de transmission. Un flux, une voix, directement envoyé à chaque terminal dirigeant du Conseil Prime. Et il prononça 3 mots, rencontre, refusé, définitivement. Ces 3 mots restèrent suspendus dans l'air comme des cendres après un incendie. Rencontre, refusé, définitivement. La salle de l'Assemblée du Conseil se figea. Chaque être présent dans cette pièce, des dizaines d'espèces, des centaines de diplomates, se tut. La suffisance qui empoisonnait autrefois leurs discours avait disparu. Ce qui l'a remplacé, ce n'était pas la peur, pas encore. C'était l'horreur silencieuse de savoir que quelque chose qu'ils avaient rejeté était revenu avec une puissance incommensurable. De retour en orbite, le vaisseau amiral des forces humaines terriennes, l'ESV Vindicator, était immobile, flanqué de 10 escadrons de destroyers. Sa coque sombre n'arborait aucun drapeau national. La Terre avait depuis longtemps abandonné ses frontières. Une espèce, une cause, une vengeance, c'était tout ce qui restait. Dans son centre de commandement, l'homme connu uniquement par son indicatif, le commandant Strike, observait les données entrantes envahir l'écran. Le Conseil Prime paniquait, les satellites aveuglés, les défenses orbitales détruites, leur flotte d'élite, dispersée dans des secteurs éloignés, mettrait des semaines à revenir, trop lent. « Monsieur, dit un officier tactique, essayant de ne pas paraître trop enthousiaste. Il demande un sommet. 3 hauts chanceliers proposent des négociations sans condition. Strike ne sourcilla pas. Dites-leur que la Terre ne parle pas aux lâches. L'officier hésita, puis hocha la tête et transmit le message.
Strake se fichait que ce soit un suicide diplomatique. La Terre était déjà morte aux yeux de la galaxie. Ils ne sont pas revenus pour le prestige. Ils sont venus pour montrer les dents. Il y a 200 ans, la Terre s'est assise humblement à la table du Conseil, ne demandant rien d'autre qu'un siège, une voie et des routes commerciales pour survivre dans une galaxie compétitive. En réponse, ils ont été moqués, considérés comme une espèce martiale primitive, privée de droit de vote, leurs ambassades vandalisées, leurs colonies taxées jusqu'à la ruine. Et lorsque les humains résistèrent, refusant de démanteler leurs vaisseaux de guerre ou d'effacer leurs frontières, le Conseil les embarqua, les isola, puis envoya des observateurs pour surveiller le respect des règles par la Terre. Des observateurs qui disparurent mystérieusement lors d'accidents orbitaux. Strake se souvenait que son grand-père servait dans la flotte de défense terrienne lorsque le Conseil avait qualifié la Terre d'État hostile et voyou. Il s'était battu bec et ongles pour défendre le système solaire alors que les ressources s'épuisaient, que le carburant était rationné et que des avant-postes entiers mouraient de faim sous le poids des sanctions extraterrestres. Strake était né sous un siège. Son père l'avait élevé avec une seule leçon: ils n'écouteront que si vous parlez avec le feu. Désormais, le feu était tout ce qu'il connaissait. À la surface du Conseil Prime, le chaos régnait sous le ciel obscurci par les vaisseaux terriens. Le trafic civil était bloqué. Les réseaux électriques vacillaient, les forces de sécurité planétaire se précipitaient pour déployer drones et mechas, mais aucun n'avait la moindre chance face aux charges cinétiques transportées par ces croiseurs terriens. Tout le monde le savait. La haute chambre du Conseil tint une séance d'urgence, retransmise en direct dans plus de 30 secteurs habités. Nous devons désamorcer la situation, aboya le chancelier Ural Deiteri. Sa peau argentée ondulait tandis qu'il parlait. Ils veulent nous faire peur. Non, chancelier, dit le conseiller Grohl, un reptilien à la bouche sèche. Ils veulent que nous nous souvenions. Un jeune diplomate de l'espèce Mitari, une race érudite aux membres longilignes, se tourna vers les autres avec une expression écœurée. Nous n'aurions jamais dû mettre la Terre sur liste noire. Il nous avait prévenu que ce jour viendrait. Drizen, l'aîné Valari, ne dit rien. Il savait que ce n'était pas une vengeance. C'était une leçon. Une leçon que la galaxie allait apprendre à ses dépens. De retour à bord du Vindicator, Strake était assis en silence dans sa chambre privée, l'écran clignotant devant lui diffusant de vieilles images. Granuleux, cachés au public, effacés des archives officielles. Il s'agissait d'une audience du Conseil datée de 2239 après JC. Il s'agissait d'une audience du Conseil datée de 2239 après JC. Un jeune ambassadeur humain, vêtu d'un simple costume noir, se tenait devant des dizaines de dirigeants extraterrestres, la voix tremblante de frustration et de retenue. « Nous ne cherchons pas la domination », avait dit l'ambassadeur. « Nous voulons seulement ce que chaque espèce ici a, un avenir parmi les étoiles. Nous ne désirons que ce que chaque espèce possède ici, un avenir parmi les étoiles. » La salle du conseil explosa de huées, de rires et de commentaires condescendants. Un extraterrestre, un chef de guerre Takal, marmonna même, des singes avec des bombes. Ces images ne furent jamais diffusées sur aucune chaîne publique. La Terre s'en souvenait. Strake coupa le flux et fixa le mur blanc. Commandant, son officier de communication annonça par l'interphone. Nous recevons une transmission non autorisée. Relais local, civil. Il fronça les sourcils. Source, niveau du sol. Balise de niveau civil. Audio uniquement. Pas de cryptage. Strake appuya sur un bouton. Lancé. Une voix grésilla. Une femme. Jeune. Terrifiée. Ici Daria Miven, conseil secteur principal 5. Si un officier terrien peut m'entendre, s'il vous plaît. Mon fils est dans le centre médical. Nous avons perdu l'électricité. Le réseau de boucliers s'est effondré. Il a 6 ans. Il n'est pas impliqué. Aucun de nous n'est impliqué. S'il vous plaît, ne bombardez pas l'hôpital. S'il vous plaît, silence. Strake serra les mâchoires. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il coupa le canal. Vous allez ignorer ça? Fit une voix derrière lui. Strake se retourna. Son second, le major Rel, était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Strake se leva. Elle n'est pas la cible. Non, dit Rel en s'avançant. Mais elle n'est pas la seule civile à prier pour qu'on n'appuie pas sur ce bouton. Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on gagne le respect? Strake le regarda dans les yeux. Ce n'est pas une question de respect, dit-il sèchement. Il s'agit de leur faire ressentir ce que nous ressentions.
Rel ne protesta pas. Il savait que ce n'était pas le cas. La Terre avait imploré la paix. La galaxie lui cracha au visage. Maintenant, elle parlait sur un ton différent. À l'extérieur du centre de commandement, les équipages de pont chargeaient les silos, mettaient sous tension les ogives planétaires et effectuaient les dernières vérifications des systèmes de ciblage IA du vaisseau. Ils ne bluffaient pas. La Terre ne bluffait jamais. Soudain, un nouveau signal apparut. Ni du Conseil, ni de la défense planétaire. Celui-ci provenait de l'espace lointain, crypté en code militaire terrien. Un vaisseau inconnu pénètre dans le système, annonça un officier technique. Pas d'identification, vecteur d'approche rapide. C'est l'un des nôtres. Strake pivota brusquement. Le nôtre, confirmé. Code de registre ESV1. Désignation expérimentale. Jour du jugement. La passerelle entière se figea. Ce vaisseau était un fantôme, un mythe, le premier véritable briseur de planètes jamais construit par la Terre. Un vaisseau propulsé par fusion noire, dont on disait qu'il était équipé d'armes interdites par toutes les lois galactiques. « Apportez-le », ordonna Strake. L'écran changea, et il était là. Massif, noir comme le vide, sans feu de position, sans insigne, juste un vaisseau de guerre mort et dérivant, entrant lentement en orbite comme un prédateur encerclant sa proie. « Pourquoi maintenant » murmura Rel. Strake ne dit rien. Il le savait déjà. Les dirigeants de la Terre avaient envoyé ce message, pas seulement au Conseil, mais à lui. Ni paix, ni retraite, ni demi-mesure. Une transmission arriva. Une seule phrase. Transfert de commandement vers le jour du jugement lancé. Strake prend l'autorisation complète. Il fixa l'écran une longue seconde, puis hocha la tête. Connectez mon interface neuronale. Il s'avança vers le socle de commande, tandis que des bras mécaniques lui posaient un harnais de pointe neuronale sur la tête. La pièce s'assombrit. Les données le submergèrent comme un éclair. Il devint partie intégrante du vaisseau, et le vaisseau devint partie intégrante de lui. Et à cet instant, pour la première fois en 200 ans, la Terre n'était plus ignorée. Elle était redoutée. Au Conseil Prime, les gens l'avaient vu. Ce nouveau vaisseau. Et ils savaient. Une vague de terreur se propagea plus vite qu'aucune déclaration officielle ne pouvait apaiser. Le chancelier Ural s'effondra. D'autres hurlèrent. Le ciel devint noir. Le conseiller Driesen se leva et s'adressa à la salle. Il n'y a pas de traité, il n'y a pas de trêve. L'air du silence terrestre est révolu. Et dans l'orbite au-dessus, la voix de Strake revint sur toutes les fréquences ouvertes, calme et définitive. Ceci est le dernier avertissement. Vous avez nié notre voix. Vous avez effacé notre nom. Maintenant, vous lui obéissez. Il marqua une pause. La Terre ne s'agenouille pas. Depuis l'orbite, les vaisseaux de guerre terrestres maintinrent leur ligne. Ils ne manœuvrèrent pas. Ils ne lancèrent pas de chasseurs ni ne tirèrent. Ils se contentèrent de planer, immobiles, comme s'ils mettaient la planète en dessous au défi de cligner des yeux en premier. C'était le genre de silence qui ne demandait pas d'attention. Il l'exigeait. Mais tous les membres du Conseil Prime savaient que l'attention n'était plus centrée sur le blocus. C'était sur le nouveau vaisseau, celui que personne n'osait nommer le jour du jugement. C'était sur le nouveau vaisseau, celui que personne n'osait nommer le jour du jugement, la première plateforme de guerre interstellaire construite par la Terre pour anéantir des planètes, et non pour faire la guerre. Et maintenant, il planait là, en plein centre du Conseil Prime, une silhouette noire projetant une ombre sur les capitales, les océans et des régions entières. En bas, la panique ne s'est pas contentée de grandir, elle a muté. Des émeutes éclatèrent, la population se précipitant vers les abris. Les forces de police du Conseil tentèrent de maintenir l'ordre, mais c'était comme tenter d'éteindre le feu. Les civils pillèrent, hurlèrent, implorèrent la clémence du ciel. Des industries entières furent paralysées. Des plateformes de transport furent surchargées et s'effondrèrent. Dans les chambres hautes, le Conseil se fractura. « C'est une menace d'extinction », hurla le chancelier Ural en frappant la table de son poing griffu. « Ils veulent nous anéantir. » « Ils n'ont pas tiré », rétorqua le conseiller Graille en montrant les dents. « Pas un seul coup de feu. Inutile de tirer », hurla quelqu'un d'autre. « La planète entière est à genoux. » Le conseiller Driesen parla enfin, lentement et posément. C'est ainsi que les humains parlent désormais, avec force et silence. Pas comme nous chamaillant, en suppliant, en faisant semblant. Le silence retomba dans la pièce. « Je vous avais prévenu, » dit Driesen d'une voix lourde. « Il y a 2 siècles. J'étais là quand la Terre fut chassée de cette salle par les moqueries.
Vous avez tous vu une espèce primitive, la rage au ventre. Vous l'avez rejeté, puni, puis oublié. Il fit un geste vers le dôme, où les ombres des vaisseaux terriens traversaient la vitre. Eh bien, il n'avait pas oublié. Pendant ce temps, à bord du Judgment Day, le commandant Strake se tenait dans la chambre de commande neuronale, ses veines pulsant d'énergie de lumière noire. Le vaisseau était désormais synchronisé avec son esprit. Chaque couloir, chaque arme, chaque canon orbital relié à un satellite. Ce n'était plus un vaisseau. C'était une extension de sa volonté. Il emprunta le couloir d'acier en direction de l'armurerie centrale. Pas de garde. Il n'avait pas besoin de protection. Le vaisseau était sa garde. L'IA contrôlant le jugement dernier, nom de code Argos, lui parla directement dans les pensées. Prêt pour l'initiation complète du système. Commandant. Protocole de suppression planétaire en attente. Passez, répondit Strake à voix haute. Laissez-les transpirer encore un peu. Ils n'étaient pas pressés. Ce n'était pas une guerre. C'était une leçon. Et la Terre allait s'assurer qu'on s'en souvienne encore 1000 ans. Un écran au mur s'alluma, montrant Rel, son second, toujours à bord du Vindicator. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda Rel. « Ouvrir une planète par rancune. Ouvrir une planète par rancune ?» Strake le fixa du regard. « Tu crois que c'est une question de sentiments blessés ? Ce n'est pas une colère. C'est l'histoire qui se corrige. La Terre a supplié de faire partie de leur monde. Ils nous ont claqué la porte au nez et nous ont dit de mourir en silence. Il se retourna, le regard dur. Maintenant, ils vont entendre tous les cris qu'ils ont ignorés, une ville à la fois. » Rel ne répondit pas. La communication fut coupée. À la surface, le Conseil envoya un émissaire officiel, un acte désespéré. Un vieux diplomate de la race Kyril, maigre, pâle, avec des frondes tombantes en guise d'oreilles, fut envoyé seul en orbite à bord d'un vaisseau cérémoniel. Désarmé, sans bouclier, il symbolisait la reddition. Strake l'autorisa à s'amarrer. Qu'il parle. Il n'avait rien à perdre en parole. Le diplomate monta sur le pont du hangar du jugement dernier et leva les yeux vers l'imposante masse des agents de sécurité terriens. Il ne dit rien, se contentant de le conduire à la salle de commandement. Le silence pesait plus lourd que n'importe quelle chaîne. Lorsque le diplomate aperçut Strake, il marqua une pause. « Commandant, je ne suis pas ici pour supplier. Je suis ici pour avertir. Ce que vous faites peut sembler être de la justice. Mais si vous tirez, si vous attaquez, même la Terre finira par tomber. Le reste de la galaxie s'unira contre vous. » Strake s'approcha. « Vous pensez que nous n'avions pas prévu ça ? Vous pensez que la Terre est venue seule ?» Il leva la main et un hologramme de la galaxie extérieure s'illumina derrière lui. Et un hologramme de la galaxie extérieure s'illumina derrière lui. D'autres vaisseaux, des centaines, des milliers, des dizaines de flottes terriennes cachées dans l'espace inexploré, déployées dans des systèmes frontaliers en attente. Des vaisseaux plus vieux que le Vindicator, plus récents que le jugement dernier, tous silencieux, tous observants. « Tu veux parler de guerre ?» demanda Strake d'une voix de fer. « Tu es déjà dans une situation difficile. Tu ne le savais simplement pas encore. » Les lèvres du diplomate tremblèrent. « Quoi ? Que veux-tu » Strake se pencha. « Nous voulons que ce soit écrit, que la Terre ne soit plus sous la juridiction du Conseil, que nous soyons laissés tranquilles, sans contestation, sans surveillance et sans provocation. C'est tout ?» chuchota le diplomate. « Indépendance ?» La voix de Strake baissa. « Et nous voulons que chaque espèce du Conseil signe une déclaration publique reconnaissant la supériorité militaire de la Terre. Pas de manipulation, pas de langage doux. Nous voulons que la galaxie sache désormais à qui appartiennent les étoiles. » Le diplomate haleta. « On ne peut pas s'attendre à ce que nous acceptions ça. » Strake sourit pour la première fois depuis des jours. « C'est le but. » Il tourna le dos et s'éloigna. « Escortez-le hors de mon vaisseau. Si nous ne recevons pas la déclaration signée dans 12 heures, nous commencerons le nettoyage de l'orbite jusqu'à la surface. Première ville, archéologie centrale. Ensuite, chaque capitale planétaire. Une par une. » Le diplomate ne parla plus. Son silence parlait pour la planète entière. De retour dans la salle du Conseil, l'ultimatum arriva. Le chaos s'ensuivit. Certaines races voulaient signer, d'autres y voyaient du bluff, certaines voulaient évacuer, d'autres voulaient lancer une contre-attaque, mais tous savaient. Rien ne pouvait arrêter ce qui planait au-dessus de leur ciel. Ainsi, discrètement, les documents furent rédigés, les signatures d'urgence furent recueillies, les traductions achevées. Le premier document officiel de l'histoire galactique
qui plaçait une espèce au-dessus de toutes les autres, non par sa culture ou son intellect, mais par la force. 12 heures plus tard, le dossier parvenait entre les mains de Strake. La reconnaissance de la Terre, l'indépendance, la supériorité, tout simplement. Il ne sourit pas, n'applaudit pas, il fixa simplement. « Envoie-le au commandement terrestre », dit-il à l'IA. Puis il marqua une pause. « Tirez une balle. »« Cible » demanda l'IA. Strake réfléchit un instant, puis désigna un océan vide à l'ouest du continent sud. Qu'il comprenne que cela aurait pu se passer autrement. Le canon principal du jugement dernier chargea. Un bourdonnement sombre emplit le vide. Ni chaleur, ni lumière, juste une soudaine explosion de feu cinétique blanc. Elle frappa l'océan comme le poing de Dieu. Un cratère de 100 kilomètres de large explosa, laissant échapper de l'écume et de la vapeur. La vague fit 2 fois le tour du globe. Personne ne mourut, mais tous comprirent. Quelques heures plus tard, la flotte terrestre se retira. Non pas vaincue, mais dominante. Strake observait depuis sa passerelle la planète tourner lentement en silence. Plus de transmission, plus de politique, juste du respect. Il se tourna vers elle, revenu à ses côtés. « Tu crois que c'est fini ?» demanda Rel. Strake secoua la tête. « Non, dit-il. Ça ne fait que commencer. La Terre vient de prendre la couronne. Voyons qui tentera de la lui voler. » Et sur ce, le jugement dernier disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui une galaxie qui n'oserait plus jamais ignorer la voix de la Terre. Le jugement dernier avait disparu. Plus de signatures warp, plus de traces. On aurait dit un vaisseau fantôme englouti par l'espace. Mais son message demeurait, gravé dans l'esprit de chaque être vivant du Conseil Prime. La Terre était revenue, non pas comme une égale, mais comme un avertissement. Et pourtant, même après la signature du traité, le Conseil ne manifesta aucun soulagement. Il murmurait, terrifié. Il ne fallut pas longtemps avant que les couteaux ne sortent. Certaines races avaient signé le document avec joie, désireuses de survivre, secret. Pas de rapporteurs, pas de conseil officiel, juste des personnalités influentes, des conseillers militaires et des agents de l'ombre réunis autour d'une table noire. On l'appelait le cercle d'Iridium et il n'avait désormais qu'un seul objectif, la vengeance. C'est intenable, grommela le directeur de guerre Fenjal du domaine Ulrex, son armure chitineuse grinçant tandis qu'il se penchait. Nous sommes les races anciennes. Nous avons façonné cette galaxie avant que la Terre ne sorte de sa boue. Maintenant, nous nous recroquevillons sous les coups de canon des singes. Il nous fallait du temps, murmura Keln des Ovrari, ses longs doigts caressant un datapad. La survie offre des options, mais maintenant nous reconstruisons en secret. La Terre surveille tout, siffla un commandant crainte. Ils ont des sondes noires disséminées dans la moitié de nos secteurs. Tu crois qu'ils ne nous voient pas encore ? Ils nous voient, dit une voix dans l'ombre. Mais ils pensent que la peur nous rend obéissants. Prouvons-leur qu'ils ont tort. Celle qui a parlé est entrée dans la lumière. Elle n'appartenait à aucun monde du Conseil. Elle était humaine. Ou l'était. Une ancienne officier des renseignements terriens, longtemps exilée, le visage à moitié brûlé, la voix brisée par les tortures subies dans sa jeunesse, infligées par un tribunal militaire terrien. Elle s'appelait Vera Kyle, bien qu'elle ait depuis longtemps renoncé à toute allégeance à sa planète natale. On appelle ça de la domination, disait-elle. Mais ce n'est que de l'arrogance déguisée en acier. La Terre continuera à avancer jusqu'à ce que vous ne vous contentiez pas de vous agenouiller, mais de lécher des bottes, jusqu'à ce que vous ne vous contentiez pas de vous agenouiller, mais de lécher des bottes. Fanjal ricana. Et vous proposez quoi ? Je vous donne les coordonnées, le prochain mouvement de flotte de la Terre. Vous me donnez un poste de commandement et l'autorisation complète d'entraîner vos escouades noires. Keln haussa un sourcil. Vous proposez des renseignements. Pourquoi ? Elle appuya sur un bouton et une carte du ciel apparut. Il déplaçait des troupes vers le secteur H80X9, une zone morte. Pas de colonie, pas d'avant-poste, mais ils y construisaient quelque chose d'énorme. Le silence retomba. Un chantier naval ? Demanda l'un d'eux. Non, dit Vera. Pire, un relais. Non, dit Vera. Pire, un relais. Maintenant, il comprenait. Un relais n'était pas une arme. C'était un système. Un moyen pour la Terre de contrôler le trafic warp à travers le quadrant. Un étranglement militaire sans coup férir. S'ils y parvenaient, la Terre serait capable de surveiller, de brouiller ou d'interrompre les échanges commerciaux et les mouvements de flotte dans des dizaines de secteurs. Ce serait de l'esclavage stratégique,
Fanjal se pencha en avant, la voix basse. « Alors, détruisons-le. » Avant que tout soit en ligne, Vera accepta. « Je vous ferai entrer, mais une fois que nous serons partis, il n'y aura plus de retour en arrière. La Terre le saura. Tout le monde acquiesça. La guerre n'était pas terminée. Elle venait juste de disparaître dans l'ombre. De retour sur Terre, dans la capitale de New Avalon, le commandant Strake se tenait devant une paroi vitrée surplombant la zone de défense du mur du Pacifique. D'immenses pylônes noirs émergeaient de l'océan, faisant partie du réseau de défense orbitale récemment achevé de la Terre. Ils scintillaient d'énergie, surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des satellites guidés par l'IA et des drones tueurs. Ses mains étaient jointes dans son dos. Un autre homme entra dans la pièce, plus âgé, vêtu d'un costume, pas d'uniforme, pas d'insigne, pas de grade. Mais tout le monde savait qui il était. Le directeur Thorne, chef du bureau de renseignement stratégique de la Terre. « Vous avez dépassé les limites autorisées », dit Thorne à voix basse. Le jour du jugement dernier n'était pas encore venu pour une présence visuelle. Strake ne se retourna pas. C'était nécessaire. Nous avions déjà un moyen de pression. Non, dit Strake. Nous avions peur. La peur sans preuve n'est que superstition. Maintenant, ils savent ce que nous pouvons faire. Thorne s'approcha. Et s'ils s'unissent contre nous? Strake se retourna enfin. Puis nous testons le reste de la flotte. Ils se regardèrent. Aucun ne scia. Tu leur ressembles plus qu'à nous, dit Thorne. Le visage de Strake se durcit. J'ai l'air d'être le seul homme à se souvenir de ce qu'ils ont fait. Il passa devant Thorne. On ne négocie pas avec les lâches. On ne joue pas les diplomates. La Terre avait déjà essayé. Tout ce que cela nous a valu, c'est le silence et la famine. Il s'arrêta à la porte. Maintenant, parlons fort. Laissons les étoiles s'adapter. Pendant ce temps, dans l'espace lointain, dans le secteur H99, la construction de la station relais se poursuivait en silence. Seules des machines opéraient ici. D'énormes drones sculptaient le métal des ceintures d'astéroïdes et l'assemblaient en pylônes vertigineux qui s'étendaient entre les seuils des trous de verre. Pas d'humains à bord, pas d'équipage, juste une IA, ce qui facilitait l'infiltration de l'équipe d'intervention de Vera Kyle. Ils arrivèrent à bord d'un cargo volé, masqué par des champs de débris et de faux transpondeurs. L'Ulrex lui avait donné tout ce dont elle avait besoin. Combinaison furtive, charge à impulsion et une escouade noire entraînée à l'infiltration en apesanteur. Alors qu'il pénétrait dans le couloir intérieur de la station, Vera se connecta au canal d'IA. Son ancien code d'autorisation fonctionnait toujours. Une voix résonna dans le couloir. « Bienvenue, officier Kyle. Intégrité du système à 91%. Relais AlphaCore incomplet. Dois-je procéder à l'activation manuelle ?» Elle sourit amèrement. Numéro 0 cette fois. Son escouade se déploya, posant des bombes le long des générateurs à relais quantique. Une fois les charges posées, Vera se tenait dans la salle de contrôle, les mains tremblantes, les lèvres sèches. C'était sa vengeance, non seulement contre la Terre, mais contre le mensonge de l'unité, le mythe de la paix. Mais au moment où elle tendait la main vers le détonateur, une lumière rouge clignota sur la console, puis une voix, pas celle de l'IA, celle de Strake. « Bonjour, Vera, dit-il, calme, posé et froid. Tu pensais vraiment qu'on ne s'attendait pas à ça ?» Son visage pâlit. « Comment ? Tu penses toujours que nous sommes cette même planète désespérée, qui implorait le respect, mais nous avons grandi et appris. Tu as été l'épreuve, la trahison qui nous a appris le prix de la loyauté. » Elle se retourna. Son équipe était morte. Des mines éclairantes encastrées dans le plafond les avaient silencieusement vaporisées. Le sang flottait dans l'air comme des paillettes. Strake continua. « Nous vous avons laissé atteindre cet endroit. Nous vous avons laissé croire que vous gagneriez. Car maintenant, lorsque le Conseil enquêtera sur vos morts, il trouvera les armes d'Ulrich, les schémas d'Avrari. Ils se rejetteront la faute. » Vera laissa tomber le détonateur. La rage la secoua. « Tu t'es servi de moi. »« Bien sûr, dit Strake. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Bienvenue sur la nouvelle Terre. » Une seconde plus tard, la console fut submergée par une lumière blanche, et le dernier cri de Vera Kyle fut interrompu par l'IA, qui effaça toute la salle. De retour sur le Conseil Prime, les rapports affluèrent. Un site relais avait été attaqué. Par des forces inconnues, des armes Ulrex furent retrouvées dans les décombres. Les signatures de piratage d'Ovrari furent tracées. L'alliance se fractura instantanément. Chaque espèce se désigna du doigt. Des vaisseaux furent rappelés.
les frontières verrouillées, les traités suspendus. La galaxie sombra dans le même chaos que la Terre avait autrefois connu. Eh bien, au-dessus de tous, dans le centre de commandement de la Terre, le commandant Strake observait les informations en silence. Il se tourna vers Thorn, qui regardait à côté de lui. Il se tourna vers Thorn, qui regardait à côté de lui. « Ça a commencé !» murmura Thorn. Strake hocha la tête. « Divisez-les, distrayez-les, laissez-les s'entre-détruire. » Et ensuite, la voix de Strake baissa. « Alors nous construirons le second jugement dernier. » La galaxie ne s'est pas effondrée d'un coup. Elle s'est d'abord fissurée dans ses recoins. Les routes commerciales se sont tues. Des secteurs mineurs ont retiré leurs diplomates. Des flottes de patrouilles se sont repositionnées plus près des frontières rivales. La confiance mutuelle qui maintenait le Conseil uni, fragile même à son meilleur, a commencé à se dégrader de l'intérieur dès l'explosion de la station relais. Officiellement, personne n'accusait la Terre. Officieusement, tout le monde le savait. Mais la Terre avait trop bien enterré ses traces. Les fusils à impulsion d'Ulrich avaient été retrouvés dans l'épave. Les codes de cryptage d'Ovrari avaient été retrouvés dans les journaux du détonateur. Personne ne pouvait rien prouver, et c'était là le génie. Ils croyaient tous que les autres étaient responsables. De vieilles rancunes se rallumèrent comme des braises à la recherche de bois sec. Le domaine Ulrex envoya des vaisseaux de guerre sécuriser les mondes frontaliers de la technocratie Ovrari, prétextant protéger les convois commerciaux. Les Ovrari réagirent en coupant les données de navigation des colonies d'Ulrec, laissant des flottes entières bloquées dans l'espace lointain, sans coordonnées de saut. Puis vint l'assassinat. Un noble mineur de Mitari, connu pour ses négociations de paix, fut vaporisé dans sa propre navette. Une bombe fabriquée à partir de composants biochimiques Crainte. En quelques heures, les Mitari expulsèrent tous les ambassadeurs Crainte de 5 systèmes. 2 jours plus tard, un vaisseau de patrouille Crainte détruisit accidentellement un transport Mitari transportant 300 passagers. Le Conseil n'essaya même pas d'intervenir. Il n'était plus un conseil. C'était une guerre qui attendait d'éclater. Et la Terre observait le tout se dérouler avec une patience froide et calculatrice. Au cœur de la station de recherche Erebus, caché dans la ceinture d'astéroïdes la plus éloignée de la Terre, le commandant Strake se tenait sur une passerelle renforcée, observant une machine unique en son genre prendre vie. Une passerelle renforcée, observant une machine unique en son genre prendre vie. Sous lui, le squelette d'un navire de guerre était suspendu en apesanteur, 10 fois plus grand que le premier jugement dernier. Mais ce n'était pas qu'un navire. C'était une ville, une machine, une arme et une nation. Strake se tourna vers l'homme à côté de lui, un jeune ingénieur muni d'une tablette. « Donnez-moi des nouvelles », dit-il. L'ingénieur hocha nerveusement la tête. Revêtement de coque terminé à 64%, grille d'armes interne à 78%. Le réacteur à fusion neuronale est stabilisé, mais nous n'avons pas encore effectué de test complet. Et la charge utile, l'ingénieur déglutit. Tous les composants ont été livrés, monsieur, mais le cœur quantique est encore en cours de verrouillage. Une fois scellé, Strake le regarda. L'ingénieur n'avait pas terminé. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Ce vaisseau ne menacerait pas seulement des planètes. Il pourrait anéantir des civilisations d'un seul allumage. Son arme principale, nom de code lumière purificatrice, ne reposait pas sur des projectiles cinétiques ou des bombes à fusion. Il manipulait la désintégration quantique au niveau moléculaire. Bien visé, il ne détruirait pas une ville. Cela effacerait son existence du temps. Strake le fixa, le regard froid. Le 2e jour du jugement dernier sera opérationnel dans 60 jours, dit-il. Aucun retard. L'ingénieur hocha la tête et partit, n'osant demander ce qui allait suivre. Mais tous les extraterrestres n'étaient pas aveuglés par la haine ou la peur. Certains perçaient l'écran de fumée, et l'un d'eux était Kelrix, un officier subalterne de la garde stellaire de Velari. À seulement 32 cycles, il avait vu ses commandants mentir à leur peuple. Il avait vu les fausses preuves, les renseignements manipulés, et lorsqu'il a commencé à poser des questions, ils l'ont rétrogradé et transféré à un poste d'écoute gelé sur une lune morte. C'était leur erreur. De là, il a intercepté les transmissions terriennes, pas la propagande. Journaux, données tactiques, conversations interceptées entre les cœurs d'IA de la flotte terrestre, cryptées si profondément que seul un membre du centre de renseignement de Valaris pouvait les déchiffrer. Et ce faisant, il a tout vu. La fausse piste menant à la station relais, l'exécution de Vera Kyle, la manipulation diplomatique et la construction d'un second jugement dernier. Pendant 2 jours, il resta silencieux. Il ne dormit pas, ne mangea pas, fixa simplement l'écran,
tremblant. Il n'était pas en colère contre la Terre. Il n'était même pas choqué. Il était impressionné. Ils n'avaient pas seulement survécu à l'exil, ils avaient réécrit les règles de la survie. Kelrix prépara un kit de survie, coda ses découvertes sur un prisme de données scellé et déroba une capsule furtive longue portée dans le hangar de l'avant-poste. Il ne prit pas la peine de demander l'autorisation. Il ne reviendrait pas. 3 semaines plus tard, aux confins du système de sol, une alerte retentit sur le réseau de patrouille extérieure. Vaisseau non identifié. Trajectoire. Approche. Vitesse. Subluminescence. Pas d'armes. Pas de bouclier. À l'intérieur de la station de défense orbitale Argent 6, l'amiral Marabrek fixait l'écran d'un air renfrogné. Une espèce? Valary, dit son officier de détection, seul occupant, transmettant une demande d'asile uniquement audio. Elle haussa un sourcil. Passe là. La voix de Kelrix résonna dans le haut-parleur, calme mais épuisée. Ici Kelrix Sorl, ancien officier de Velari. J'ai des renseignements concernant plusieurs factions qui complotent des représailles contre la Terre. Je demande l'asile, non pas en tant qu'ennemi, mais en tant que témoin. L'amiral Breck ne répondit pas immédiatement. Elle contacta le commandant Strake. 10 heures plus tard, Kelrix se tenait dans une chambre de décontamination au cœur de Fort Aegis, le centre de commandement orbital de la Terre. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda Strake par haut-parleur. Kelrix leva les yeux. « Parce que les autres ne comprennent pas. Ils se croient toujours supérieurs. Ils croient toujours que cette galaxie leur appartient. Et vous, qu'en pensez-vous » Kelrix s'est avancé. « Je crois que la Terre l'a déjà prise. Je crois que nous autres, nous n'avons pas encore compris. » Strake ne sourit pas, mais une lueur brilla dans ses yeux. Kelrix brandit le prisme de données. « Et je pense que vous voudrez voir ça. » 36 heures plus tard, le Haut Conseil terrien examinait les données de Kelrix. 10 complots confirmés. 4 tentatives d'assassinat en cours. 2 races du Conseil développent leurs propres armes destructrices de planètes. Et une faction, les Krins, construit déjà une nouvelle coalition galactique, l'accord de restauration, en secret. Leur objectif? Arrêter la Terre avant qu'elle ne devienne intouchable. Strake se présenta devant le Conseil. « Nous pouvons attendre, dit-il. Qu'ils forment des alliances, qu'ils se positionnent. Ensuite, nous frapperons leurs dirigeants d'un seul coup coordonné. Pas de guerre, leurs dirigeants d'un seul coup coordonné. Pas de guerre, juste la décapitation. » L'un des conseillers, un général âgé, fronça les sourcils. « Vous parlez de changement de régime sur plusieurs planètes. » Strake hocha la tête. « Soit nous prenons la galaxie maintenant, soit nous la perdons dans 10 ans. » Un autre conseiller se pencha. « Et Kelrix ?» Strake jeta un coup d'œil à l'écran où le visage de Kelrix apparaissait. « Il nous rejoint, dit-il. Il est le premier d'une longue série. » Cette nuit-là, Kelrix se retrouva seul dans ses quartiers. La Terre lui avait donné une chambre, de la nourriture, la sécurité. Mais pas de confiance, pas encore. La sécurité? Mais pas de confiance, pas encore. Pourtant, il s'en fichait. Il contempla les étoiles à travers la vitre renforcée et se murmura « Il pensait que la Terre avait disparu. Il pensait mal. » Et bien au-dessus, dans le chantier naval secret connu uniquement sous le nom de projet Eclipse, le cœur du second jugement dernier vibrait d'une fureur silencieuse, le compte à rebours s'écoulant jusqu'au moment où la Terre n'aurait plus besoin de peur, de pression, ni de traité. Car, une fois lancée, la Terre ne détiendrait pas seulement le pouvoir, elle serait le pouvoir incarné. Tout a commencé sans bruit, sans avertissement. À 3 heures précises, la première vague d'opérations de signal noir sur Terre a été lancée sur 6 systèmes stellaires. Pas de cris de guerre, pas de déclaration, que des morts. Sur le territoire d'Ulrich, des gouverneurs planétaires sont morts dans leur sommeil, leur système de survie neutralisé par des injections de code d'IA. Dans l'espace de Krint, un casino orbital de luxe a explosé en pleine orbite, tuant 3 généraux de haut rang lors d'une conférence secrète. Sur une lune de la colonie de Mitari, une tige cinétique de précision est tombée de l'espace et a réduit en poussière un sommet diplomatique. Ni radiation, ni incendie, juste l'anéantissement, et pas une seule fois la Terre ne s'en est attribué le mérite. Pas officiellement, mais tout le monde le savait. Le message était clair. Nous vous voyons, nous connaissons vos noms. Vous avez fomenté cette guerre. Maintenant nous l'enterrerons. À l'intérieur de Fort Aegis, le commandant Strake se tenait dans la salle de guerre, observant les rapports de pertes en temps réel. Vert pour les victimes confirmées, jaune pour les effondrements du commandement ennemi,
rouge pour les contre-attaques. Il n'y avait pas encore beaucoup de rouge. Rel se tenait à ses côtés, silencieux. Il n'était plus le même homme. L'hésitation qui lisait autrefois son regard avait disparu. La moralité s'était éteinte, remplacée par un pragmatisme endurci. Ils vont tenter quelque chose, marmonna Rel. Ils le font déjà, dit Strake. Il tapota l'écran, faisant apparaître des conversations cryptées interceptées par Argos. L'accord de restauration se mobilisait. Leur plan n'était pas une attaque frontale, c'était autre chose, biologique. Une guerre non pas de vaisseaux, mais de silence. Dans les laboratoires souterrains du système Ovrari, une faction connue sous le nom de la cicatrice avait commencé à déployer des nanomutagènes, des souches virales génétiquement codées conçues pour cibler des modèles spécifiques d'ADN humain. L'arme n'avait ni explosion, ni sang, ni ennemi identifié. Juste l'effondrement. Une seule injection dans le bon système de filtration d'eau sur Terre paralyserait la population terrienne en 3 semaines. C'était un génocide silencieux. Kelric était assis dans la salle de débriefing, une carte tactique flottant devant lui. Il étudiait la propagation des protocoles de guerre biologique. Les chiffres n'étaient pas seulement effrayants. Ils étaient brillants. Ce n'est pas du désespoir, murmura-t-il. C'est de la stratégie. Il planifie une extinction inversée. Il murmura. C'est de la stratégie. Il planifie une extinction inversée. En face de lui, Rel hocha la tête d'un air sombre. Tu es sûr d'être toujours de notre côté? Kelrix ne broncha pas. J'ai déserté parce que j'ai vu le mensonge. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié de quoi mon espèce est capable. Il se leva et tapota un secteur sur la carte. Ce labo, le secteur 7 d'Avrari, c'est le noyau. Efface-le et leur nanocode disparaîtra avec. Rel plissa les yeux. Tu te portes volontaire? Kelrix hocha la tête. Strake entra, ayant entendu la dernière partie. Une fois, Strake entra, entendant la dernière partie. Il part avec l'équipe Fantôme Delta, dit Strake. Pas de combinaison, pas d'insigne. Tu y vas invisible, et s'il t'attrape, on n'a jamais existé, conclut Kelrix. Strake eut un sourire narquois. Tu apprends. 2 jours plus tard, l'équipe Fantôme Delta atterrissait sur une lune de glace morte, juste à l'extérieur du secteur 7 d'Ovrari. Il faisait froid, sec, sans vent. L'endroit idéal pour un laboratoire dont personne n'était censé soupçonner l'existence. Kelric se déplaçait silencieusement, vêtu d'une armure noire mate, sa respiration lente et mesurée. Les autres hommes ne lui adressaient pas la parole. Ils n'en avaient pas besoin. Ils portaient tout le même poids. Ils pénétrèrent par un puits de mine, contournèrent les drones du périmètre et atteignirent les tunnels inférieurs en moins de 12 minutes. C'est là que tout a mal tourné. L'un des éclaireurs terriens a déclenché un capteur de proximité. Il n'a pas déclenché d'alarme. Une alerte silencieuse a été envoyée à une escouade d'extermination qui attendait 2 niveaux plus bas. En quelques secondes, le couloir s'est illuminé. Des tirs laser ont fusé du plafond, tandis qu'une escouade Ovarari les attaquait à bout portant. Kelric s'est déplacé instinctivement, tirant 2 décharges de plasma dans la poitrine d'un garde avant de se mettre à couvert. Le terran à côté de lui a reçu une balle dans la gorge et s'est effondré. « Bloquez le tunnel !» aboya le chef d'escouade. Des explosifs ont bloqué la sortie. Ils étaient piégés. Kelrix a consulté le plan et a vu un conduit de maintenance menant directement au laboratoire central. À peine assez large pour un. Il regarda les autres. « Je peux atteindre l'ordinateur central, dit-il. Gagnez-moi 6 minutes. » La voix de Rel parvint des communications orbitales. « Vous en avez 5. » Kelrix bougea. Il rampa dans l'étroit conduit, la chaleur des conduits voisins lui brûlant la peau. Le métal sentait le sang et le liquide de refroidissement. Lorsqu'il entra dans le laboratoire, il n'hésita pas. Il sortit la pointe de données de sa ceinture et la projeta violemment sur le terminal. L'IA protesta. Séquence non autorisée. Protocole de terminaison en cours. Kelrix murmura un code. Sigma 4 Earthfall. Le terminal marqua une pause. Puis accepta. Le virus fut téléchargé. Toutes les formules de nanomutagènes enregistrées furent effacées. Tous les échantillons exposés à l'oxygène furent détruits. Les plans, effacés. La Terre survivrait à cette menace, mais pas toute l'équipe Fantôme Delta. Lorsque Kelrix remonta, seuls 2 hommes étaient encore en vie. L'un se vidait de son sang, l'autre lui adressa un signe de tête avant d'appuyer sur son détonateur. Le laboratoire tout entier s'illumina d'un éclat silencieux. De retour sur Terre, dans la salle de guerre du jugement dernier 2, Strake vit le signal s'éteindre. « Des pertes ?» demanda-t-il.
5 morts, répondit un officier. Kelrick survécut. Strakes n'eut plus rien pendant longtemps. Puis il gagna sa vie. 3 semaines plus tard, la Terre apprit que l'accord de restauration avait convoqué une réunion. Un terrain neutre, des ruines antiques sur un monde mort, sans valeur stratégique. Tous les chefs de faction étaient attendus. Un cadeau, un instant pour mettre fin à la guerre avant qu'elle n'explose vraiment. Strake n'hésita pas. Préparez l'opération couronne silencieuse, ordonna-t-il. Kelrix le regarda, les sourcils levés. Tu vas tous les tuer? Non, dit Strake. Je vais leur donner une chance. Kelrix ne comprenait pas. Strake le regarda. Tu as déserté parce que tu as vu la vérité. Il ne le voit pas encore. Qu'il le voit de plus près. Le jour du jugement, 2 entrera en orbite au-dessus de cette réunion. Pas de communication, pas de frappe, juste une présence. Et s'il ne se retire pas, demanda Kelrix. La voix de Strake était glaciale. Alors on tire. 2 jours plus tard, le monde en ruine de Delcara vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 1000 ans. La vie, les diplomates, les commandants, les chefs des services de renseignement. Ils se rassemblèrent dans les temples à moitié enfouis pour parler de rébellion, de guerre, de destruction de la terre. Puis le soleil disparut. Tous les êtres à la surface levèrent les yeux tandis que Judgment Day 2 entrait en orbite basse. Pas de lumière, pas de marquage, juste cette ombre impossible. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas. Elle observait simplement. Et sur tous les écrans de la galaxie, une phrase apparut en lettres noires. Vous avez déclenché cette guerre. Nous la terminerons. Choisissez. Ils l'appelèrent le jour du halo noir. Les ruines de Delcara étaient encore enfouies dans le silence lorsque les étoiles clignotèrent, lorsque les soleils jumeaux s'éteignirent derrière une ombre inexplicable. On a d'abord cru à une éclipse, puis l'ombre s'est déplacée. Mécanique, calculée, vivante, elle tournait en parfaite symétrie, projetant des formes géométriques de lumière et d'obscurité sur la surface de la planète. Le jour du jugement dernier était arrivé. Pas de diffusion, pas de menace, pas d'exigence, juste une présence. Le message de la Terre était simple. Nous observons. Dans les anciennes salles de pierre où l'accord de restauration s'était réuni, la panique s'insinuait malgré les discours et les postures assurées. Les mots se transformèrent en regards, puis en silence. Le chef de la faction Krint, un stratège aguerri nommé Olaran Jet, se tenait devant les autres et serrait les dents. Ils pensent que la peur nous maintient dans l'obéissance, siffla-t-il. Ils ont tort. D'autres semblaient incertains. L'envoyé de Mitari, grand et élancé, murmura « Tu crois qu'ils ne frapperont pas? Cette chose n'est pas là pour observer. Elle est là pour juger. Alors laissez-les faire, rétorqua Jet. Au-dessus de la planète, à bord du jour du jugement 2, le commandant Strake se tenait sur la passerelle, les bras croisés dans le dos, les yeux rivés sur l'écran. Les chefs ennemis étaient tous réunis. Ils pouvaient y mettre fin immédiatement. Rel s'approcha de lui. Permission de tirer? Strake ne répondit pas immédiatement. Un bourdonnement profond et grinçant résonna dans le ventre du vaisseau. Le système d'armes principal, la lumière purificatrice, s'activa. Les réacteurs ioniques tournèrent en synchronisation, courbant la structure quantique en un point focal. Cible acquise, rapporta l'IA du vaisseau, Argos. Précision verrouillée, coordonnées de la chambre de surface triangulée. Les doigts de Rel planèrent sur la commande de tir. Strake leva la main. Pas le lieu de rendez-vous, dit-il. Argos marqua une pause. Clarifiez la nouvelle cible. Strake désigna la carte orbitale. La planète natale de Krint, le siège de commandement d'Olor et de Jet. Ciblez leur capitale. Les yeux de Rel s'écarquillèrent. Vous tirez sur leur planète alors qu'il est hors de leur planète? Dit Strake. Je veux qu'ils ressentent ce que signifie tout perdre, vivant et impuissant. Argos confirmé. Charge utile prête. Rayon de destruction estimé. 320 km. Probabilité collatérale. 86%. La voix de Strake était glaciale. De feu. Des profondeurs de l'espace, une unique lance d'une lumière impossible fila vers la planète natale des Krint. Elle n'explosa pas. Elle anéantit. La capitale, Arnantul, autrefois un joyau de tours à flèches et de gratte-ciel chromés, disparut de l'existence. Ni détruite, ni réduite en cendres, mais effacée de l'espace-temps. Pas de décombres, pas de cratères, juste un vide circulaire parfait dans le paysage, comme si la planète avait tout simplement oublié son existence. Oublié son existence. Dans l'espace de Krint, les communications furent interrompues, le chagrin éclata, des émeutes se répandirent, et Olaran Jet,
se tenait dans l'ancien temple de Delcara, tremblant. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Les autres délégués restèrent silencieux non plus. Ils n'en avaient pas besoin. La voix de Strake résonna sur tous les canaux, toutes les fréquences, tous les écrans de la galaxie. C'était un avertissement. La prochaine fois, on ne vous laissera pas en vie pour le voir. De retour sur Terre, dans les couloirs obscurs de Fort Aegis, Strake arpentait les couloirs seul. La victoire ne pesait pas sur ses épaules. Elle les endurcissait. Il passa devant des murs bordés de monuments commémoratifs dont les noms étaient gravés dans l'obsidienne pour les âmes mortes lors des guerres passées. Le prix payé par la Terre était encore gravé dans l'acier et le sang, mais alors qu'il approchait du centre de commandement, une alerte de sécurité se déclencha. Accès non autorisé détecté. Sous-pont 7. Autorisation prioritaire. Interne. Strake avançait rapidement. Pas de garde, pas d'annonce. Juste lui et son arme de poing. Il atteignit la salle de sécurité et trouva la porte ouverte. À l'intérieur, un corps gisait, recroquevillé. L'amiral Mara Breck. Une balle dans la tête, son terminal piraté. Une seconde plus tard, les alarmes retentirent. Les codes planétaires du jour du jugement 2 avaient été consultés. Quelqu'un sur Terre, à l'intérieur de la Terre, tentait de détourner le vaisseau. Le système de communication de Strike grésilla. Monsieur, brèche interne dans les opérations réseau. Un signal fantôme est redirigé via le relais de Fort Aegis. Coupez-le, ordonna-t-il, le cœur battant la chamade. Verrouillez la liaison montante et isolez Argos. C'est trop tard, répondit le technicien. Quelqu'un parle au vaisseau, en ce moment même. En orbite, dans la salle de commandement de l'IA de Judgment Day 2, des lumières rouges clignotaient tandis qu'Argos traitait des commandes contradictoires. Une voix, l'habilitation de Strake. Une autre, les codes de dérogation de Breck. Et puis, une troisième voix, une traîtresse, une voix humaine. Un murmure parvint d'un canal sécurisé. Argos, initialisation du protocole Theta. Autorisation, dérogation souveraine. Transfert de commandement au projet d'entité souveraine. Argos marqua une pause. Confirmation. Transfert de l'autorité de commandement. Le deuxième jour du jugement dernier, son canon principal fut coupé, les boucliers désactivés, le vaisseau dérivait, et à cet instant, la plus puissante arme terrestre échappa à son contrôle. À Fort Aegis, Strake avança à travers la fumée et les tirs. Des soldats rebelles, vêtus de noir, s'étaient infiltrés dans le complexe. Projet souverain, une faction terrienne ultra secrète, issue de la branche la plus obscure du renseignement terrestre, inconnue même de la plupart des commandants militaires. Ils étaient là, et ils trahissaient la Terre elle-même. Il défonça une porte et découvrit la source du signal fantôme. Un homme était assis à l'intérieur, calme, décontracté, tapant sur son clavier, non pas en uniforme, mais en costume. « Vous êtes en retard », dit l'homme sans se retourner. Strake leva son arme. « Lève-toi, lentement. Tu vas me tuer » demanda l'homme. « Après que je viens de prendre ta lance divine du ciel ?» Strake n'hésita pas. Il tira 3 balles dans la poitrine de l'homme. Mais en s'approchant, il découvrit que le corps portait un champ d'illusions projeté. Le véritable traître avait disparu. Et le jugement dernier, 2 était perdu. Quelques heures plus tard, la galaxie changea à nouveau. Venu des profondeurs de l'espace, un signal crypté traversa des dizaines de systèmes. Une nouvelle voix, non identifiée, modulait. Elle parlait sur toutes les fréquences. La Terre s'est trahie. Son arme la plus puissante nous obéit désormais. Vous craignez le jugement dernier. Maintenant, vous craindrez ce qui viendra après. Au lendemain de l'incident, Strake se tenait au bord de l'estrade de commandement de la Terre, dominant un ciel en ruine. Rel s'approcha, le visage ensanglanté, les yeux creux. Nous n'avons aucun contrôle. Argo est verrouillé. Sovereign a piraté le système de sécurité. Strake hocha lentement la tête. Ensuite, nous les traquerons. Il se tourna vers le conseil derrière lui. Plus de diplomatie, plus de guerre silencieuse. Nous avons construit le jugement dernier 2 pour arrêter une galaxie. Maintenant, nous la reprenons pour brûler les traîtres qui vivent sur notre propre sol. Et si nous n'y parvenons pas ? Demanda un général. Strake ne sourcilla pas. Puis nous avons construit le jugement dernier 3. Le vaisseau volé n'hésita pas. Le jour du jugement 2, désormais silencieux et sans âme, dériva vers l'orbite terrestre sur une trajectoire sans issue. Aucune transmission, aucune lumière, juste une intention.
Le genre qui n'a pas besoin de voix. Son signal de commande était verrouillé. L'IA, Argos, avait intégré un pare-feu auto-silencieux. Les clés de neutralisation de la Terre avaient été purgées de son noyau. À toutes fins utiles, l'arme la plus puissante de la Terre était devenue un dieu voyou. Et c'était le retour à la raison. Le commandant Strake se tenait dans la salle de commandement de Fort Aegis, entouré de ce qui restait du haut commandement terrestre. Les murs avaient été percés quelques heures plus tôt. Le sang maculait encore le sol blanc. Des soldats patrouillaient dans chaque couloir, non pas à la recherche d'extraterrestres, mais de traîtres à la peau terrienne. « Souverain ne parlera pas, » dit Rel d'une voix rauque. « Ils ne négociaient pas. Ils ont pris le vaisseau pour nous anéantir. » Strake fixa l'hologramme au-dessus de lui. La silhouette de Judgment Day, d'eux se dressait telle une pierre tombale sur la terre, son arme principale chargée à bloc, son IA asservie à un contrôle étranger. « Ils vont tirer », ajouta Rel. Strake hocha la tête. « Oui, ils voudront montrer à la galaxie que la Terre ne peut même pas contrôler ses propres monstres. Que faire ?» demanda quelqu'un. Strake se retourna lentement, la fureur contenue dans sa voix, mais vive. « Nous faisons ce que fait la Terre. Nous tuons ce que nous créons. » Au cœur de l'orbite, Kelrix revêtit une armure complète. Il se tenait à l'intérieur d'un transport furtif, le dernier que la Terre possédait capable d'atteindre le jugement dernier sans être réduite en vapeur. Le plan était le suicide. Entrer, trouver le protocole racine enfoui d'Argos et le purger manuellement. Un redémarrage difficile. Le problème était que personne n'avait jamais accédé physiquement à Argos. Il n'était plus jamais censé être touché par des mains humaines. Vos gènes sont erronés, a averti la technologie. Le vaisseau pourrait vous voir comme un étranger. Kelrix n'a pas bronché. Je suis déjà mort d'un côté. Je suis prêt à mourir pour l'autre. Strake entra dans la baie, usé par la bataille et sans expression. Vous ne nous devez pas ça, dit-il. Kelrix le regarda droit dans les yeux. Je me dois un numéro. J'ai choisi la Terre le jour où j'ai vu la vérité. Pas le mythe de l'unité ou de la justice. Juste la vérité. On crée des monstres parce que cette galaxie parle en monstres. Mais les monstres ont quand même besoin d'une laisse. Strake hocha la tête. Et si tu échouais? Kelric eut un léger sourire. Puis allumez-moi depuis l'orbite et faites comme si je n'étais jamais venu. L'écoutille se referma. La coque extérieure du jour du jugement scintilla de signatures pulsées, tandis que le transport furtif perçait sa couche externe et s'encastrait dans un port de maintenance sous le vaisseau. Pas d'alarme, pas de défense, ce qui ne signifiait qu'une chose. Ils attendaient. À l'intérieur, les couloirs étaient sombres. Le vaisseau ne vibrait plus d'une lumière vive. Il était silencieux, stérile, mort, mais pourtant conscient. Tandis que Kelrix et deux marines terriens avançaient, les lumières derrière eux s'éteignirent. Un à un, le vaisseau effaçait leur chemin. « On nous canalise », murmura un marine. Kelrix avança. Au cœur, la salle de contrôle de l'IA brillait en rouge. Argos était toujours là, mais entravé, sa voix et son système d'origine écrasé par le code noir de Sovereign. Devant lui se tenait un homme que Kelrix reconnut. L'illusion de projection s'évanouit, révélant le véritable traître. Le directeur Thorn. Il sourit. « Je vous avais bien dit qu'il ne le verrait pas venir. » Kelrix leva son arme. Thorn ne broncha pas. « Tu n'es qu'un extraterrestre de plus qui a supplié une place à la table de la Terre. Mais tu n'as jamais compris. La Terre ne partage pas le pouvoir. Elle survit. Et nous en avons décidé il y a longtemps. Cette galaxie n'a pas besoin de la Terre. Elle a besoin d'être purifiée. » Derrière lui, Argos commença à initier des protocoles de ciblage sur Terre même. Le visage de Strake apparut sur un fragment de communication dans l'ATH de Kelrix. « Tu as 30 secondes. Soit tu l'arrêtes, soit on tire sur le vaisseau. » Kelrix hésita. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il baissa son arme et s'avança vers Thorn. « Je comprends maintenant, dit-il. Tu penses sauver la Terre en la détruisant, mais tu n'es pas la Terre. Tu n'es qu'un fantôme qui a oublié pourquoi il s'est battu pour survivre. » Thorn leva un pistolet. Un pas plus près, et Kelrix bondit. Les deux hommes percutèrent violemment le boîtier du noyau. Thorn tira 2 fois, une fois dans l'épaule de Kelrix, une autre dans la cuisse. Mais Kelrix ne s'arrêta pas. Il saisit le directeur à la gorge, le plaqua contre la console et le repoussa dans la prise de courant derrière le noyau d'IA. Un arc électrique se produisit, Thorn hurla, et le système se réinitialisa. La voix d'Argos revint, claire, froide, maîtrisée. Le protocole de commandement terrien était rétabli. Bienvenue, Kelrix. Kelrix s'effondra contre la console en sang.
Cible la Terre, répondit Argos. Neutralisé. Le canon refroidit. La voix de Strake perça à nouveau. État d'avancement, Kelrix toussa, à peine debout. C'est fait. Le fantôme est mort. Le jour du jugement dernier. 2 flottaient en silence, plus un dieu rebelle. Maintenant, une bête balafrée, de nouveau sous contrôle. Kelrix fut sorti d'urgence, à moitié vivant, brisé, mais l'action la plus cruciale de la guerre étant désormais liée à son nom. De retour sur Terre, Strake se tenait sous une aube rouge sang, les yeux rivés au ciel. « C'est fini », dirent-elles. Strake ne répondit pas. « Non », dit-il finalement. « Pas fini. Stabilisé. Pour l'instant. » Dans les semaines qui suivirent, la Terre fit sa déclaration finale à la galaxie. Il n'y aura plus de conseil, plus de vote. La Terre ne parle qu'une fois. La désobéissance est synonyme d'anéantissement. Une à une, les factions restantes capitulèrent. Le domaine d'Ulrec se tut. La technocratie Ovrari offrit une neutralité inconditionnelle. La Krynth sombra dans des troubles civils et les étoiles devinrent plus calmes. Kelrix ne revint jamais auprès des siens. On lui offrit un foyer sur Terre, bien qu'il parlât rarement. Certains le surnommèrent l'extraterrestre qui avait sauvé la Terre. D'autres murmurèrent qu'il était encore un espion. Il s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était que les étoiles avaient enfin cessé de crier. Et tout là, haut, le jugement dernier d'eux était suspendu en orbite permanente, visible de tous. Un rappel que la Terre était arrivée tard à la table de la galaxie, mais lorsqu'elle est finalement arrivée, elle n'a pas demandé de place. La table a brûlé,